La session débute à moins le quart, se termine normalement à 13 heures. Vous risquez d'avoir un peu faim sur 13 heures, donc on va essayer de ne pas perdre de temps et d'attaquer tout de suite cette session. Je vous souhaite la bienvenue aux journées SQL Server à cette session assez technique sur le nouveau moteur événementiel qu'on appelle le moteur des événements étendus ou le moteur X-Events, qui n'est pas vraiment une nouveauté d'Enali puisque le moteur il a été introduit avec SQL Server 2008. Ce qu'on va voir simplement, c'est qu'on va rebalayer l'ensemble des fonctionnalités du moteur, de ses possibilités, et on va voir en même temps les nouveautés qui sont apparues, les changements qui sont apparus dans la version d'Enali, donc SQL Server 2012, concernant ces événements étendus. Déjà, on va faire les présentations. Moi, je m'appelle David Bafaleuf, je suis consultant et formateur pour la société CapData Consulting, qui est une société spécialisée dans le domaine des bases de données. Depuis 10 ans, je travaille pour CapData Consulting. Je fais de la base de données depuis 1999. J'ai commencé sur SQL Server 7. Chez CapData, je m'occupe plus particulièrement du pôle de Remote DBA, c'est-à-dire un pôle de DBA qui effectue de l'administration à distance pour des clients. Ce pôle, il est basé à Nantes. Voilà, je suis également SQL Server MVP. Et pour un peu plus de détails, je vous laisse les liens qui sont sur ce slide. Ok, avant de commencer, est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont venues à la séance de Arian juste avant, dans cette même salle? Arian, il aime bien faire des sondages, j'aime bien faire des sondages aussi avant de débuter les sessions. Ça permet de savoir un petit peu le profil de l'auditoire. Comme c'est un sujet qui est relativement technique, un peu nouveau et en même temps qui n'a pas été tellement, sur lequel on n'a pas tellement de retour d'expérience parce que on se rend compte qu'il y a certains aspects du moteur justement qui étaient un peu rebutants, notamment le fait qu'il n'y ait pas d'interface graphique, ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est combien de personnes parmi vous n'ont jamais créé de session Extended Event, n'ont jamais pratiqué les événements étendus. N'ayez pas peur. Hein. Voilà, donc une bonne petite majorité. Quels sont ceux parmi vous qui ont déjà utilisé les Extended Events, mais simplement pour voir, explorer un petit peu, ou à des utilisations ponctuelles? Et les gens, d'accord. Et ceux qui l'utilisent régulièrement en production, comme vous utiliseriez Profiler par exemple, sur la même base, une personne, ok. Donc le choix finalement de procéder par le fait de réexpliquer l'intégralité du moteur événementiel, je pense qu'il est intéressant dans la mesure où la plupart d'entre vous finalement n'ont que peu ou pas de connaissances finalement sur cette interface. Donc ce qu'on va voir pendant cette heure et demie, on va dire que c'est une session qui peut se découper en deux parties. On a une première partie pendant laquelle on va évoquer toute l'organisation structurelle de ce moteur. D'accord ? Donc c'est un moteur qui capture et consomme des événements. On va voir comment il est organisé. On va voir la terminologie, comment on peut naviguer à l'intérieur de ce que j'appelle les métadonnées du moteur Extended Events. Donc ça va être une grosse première partie. On va définir toute la terminologie, qu'est-ce que c'est qu'un package, qu'est-ce que c'est qu'un target, qu'est-ce que c'est qu'une action, etc. Il y a pas mal de nouveaux éléments qu'il va falloir intégrer. Donc c'est pour ça qu'on va y passer un peu de temps. Ça sera ponctué par une petite démonstration d'exploration justement de ces métadonnées Extended Events. Et puis on va passer ensuite sur une deuxième partie plus orientée opérationnelle, c'est-à-dire gestion et exploitation des traces. Comment créer une trace Extended Event, comment lire le contenu d'une trace Extended Event. Vous allez voir tout au long de cette présentation, beaucoup d'allusions vont être faites à SQL Trace. Ce que j'entends par SQL Trace, c'est la partie invisible en fait que vous utilisez lorsque vous lancez Profiler. SQL Profiler, c'est jamais qu'un outil graphique finalement qui se branche à cette API de trace qui tourne côté serveur. Mais l'API, elle réside réellement côté serveur. D'accord ? Donc quand je dis SQL Trace, pensez Profiler. C'est un autre moteur événementiel, c'est le moteur événementiel historique qui est là depuis 10 ans, même un peu plus de 10 ans. Et que le moteur Extended Events doit à terme remplacer. On va voir qu'en version 2012,
ce moteur SQL Trace, donc qui est le moteur historique, est annoncé en voie d'obsolescence. Donc il va disparaître à terme. D'accord ? Donc il y aura beaucoup de comparaisons entre les deux moteurs pour vous permettre de vous faire un petit peu à l'idée du fait qu'il va falloir, si vous avez déjà des scripts ou des outils qui sont définis et qui fonctionnent avec SQL Trace ou Profiler, il va falloir commencer à réfléchir à passer sur le moteur de génération Extended Events bientôt. Alors ça continue de fonctionner en version 2012, SQL Trace et Profiler, mais à terme, d'accord, la fonctionnalité sera abandonnée. Et on terminera par un bilan global de toutes les nouveautés en version SQL 2012, ou Denali, qui est le nom de code du projet SQL 2012. Une petite démo sur une création de session et puis exploitation du contenu. Et puis une séance de questions-réponses, et voilà. Donc tout d'abord, on va essayer de définir qu'est-ce que ce moteur Extended Event finalement. Alors ce moteur, c'est une infrastructure, donc je vous disais, de capture d'événements. D'accord ? Donc un certain nombre d'événements sont définis à l'intérieur du code du moteur. C'est des points d'intérêt. Par exemple, je veux pouvoir capturer le contexte lorsqu'une requête se termine, ou lorsqu'une procédure stockée se termine, ou lorsque une statistique va être remise à jour automatiquement par l'outil de génération automatique des statistiques. D'accord ? C'est des points d'intérêt qui sont définis un peu partout dans le code. Et le moteur XE, lui, va être chargé de évaluer des prédicats sur ces événements. Par exemple, la requête, elle a mis plus de 2 secondes, ou elle a fait plus de 5 ou 6 000 reads, par exemple, de lecture logique. Évaluer ce prédicat et consommer les données associées à cet événement vers une destination. D'accord ? Donc tout ça, c'est très conceptuel, mais si vous faites le parallèle avec SQL Trace, vous arrivez à retrouver finalement un fil conducteur. On a la même notion d'événement avec Profiler, on a la même notion de données, on a la même notion de prédicat aussi, on peut mettre des filtres avec SQL Profiler, et on a la même notion de destination de consommation. On va écrire le résultat de nos traces dans des fichiers ou dans des tables. D'accord ? C'est un peu les mêmes concepts. Simplement, ils sont beaucoup plus élargis. On va voir qu'il y a beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de prédicats possibles, beaucoup plus de destinations de stockage possibles. Alors je dis c'est vers une évolution logique parce que si on regarde un peu vers le passé, on va dire qu'on regarde 10 ans en arrière. Il y a 10 ans, on était sur SQL Server 2000. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup parmi vous qui avaient des instances SQL Server 2000 en production ? D'accord ? À cette époque-là, et donc toujours aujourd'hui, puisqu'il y a encore une partie du parc de production qui est sur SQL Server 2000, en termes d'outils de diagnostic, on restait un peu sur notre faim, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait pas grand-chose pour être capable de tracer certains comportements du moteur, certaines phases d'exécution du moteur. On pouvait vite dégrossir avec quelles sont les requêtes les plus consommatrices, etc., où sont placés les verrous. Mais lorsqu'on voulait aller un peu plus loin dans le diagnostic, on était vite freiné parce que finalement, il n'y avait plus d'outils derrière pour nous permettre d'aller plus loin. D'accord ? On avait donc l'API de trace historique, SQL Trace et Profiler. On avait quelques vues dynamiques, sysperf-info, sysloc-info, par exemple, sysprocesses. Tout le monde a fait SPU, la liste des processus, qui se base donc sur cette vue dynamique sysprocesses. On avait quelques commandes DBCC qui permettaient de voir quelques petites choses. D'accord ? Mais globalement, sorti de là, on n'emploiera peut-être pas forcément le terme de boîte noire, mais on n'en est pas très loin. C'est-à-dire quand on voulait aller loin dans le diagnostic dans SQL Server sur 2000, on était vite limité. Okay ? Il y a eu une petite révolution avec l'apparition de SQL Server 2005. Cette petite révolution, elle s'appelle vue de gestion dynamique ou fonction de gestion dynamique. C'est ce qui est sous l'acronyme DMV, DMF. En fait, on est passé d'un état où finalement on avait assez peu de mesure ou de capacité de mesurer le fonctionnement d'SQL Server à une version tout à coup qui exposait une tonne d'informations sur le fonctionnement du moteur à travers justement ces vues de gestion dynamique et ces fonctions dynamiques. Donc tout à coup on a eu pléthore d'informations sur le fonctionnement du moteur. Également la notion de ring buffer, c'est une notion sur laquelle on va revenir. Qu'est-ce que c'est qu'un ring buffer ? C'est tout simplement une petite zone tampon en mémoire qui va stocker temporairement des données
Ces données vont être recyclées. Si vous voulez la métaphore, vous imaginez comme un cercle de données et vous stockez les données sur le cercle. Quand vous avez fait le tour du cercle, eh bien, les données initiales doivent être recyclées, etc. Donc c'est une zone temporaire de stockage de données. Et en SQL Server 2005, certains processus d'arrière-plan, donc des processus système liés au fonctionnement d'SQL Server, on peut citer par exemple un processus qui était chargé de détecter les deadlocks, par exemple, en arrière-plan, vont aller écrire des informations dans ces ring buffers. Il y a notamment en SQL Server 2008 R2 l'ajout un nouveau ring buffer qui est un ring buffer associé à la connectivité. Et alors ça, c'est un outil formidable parce qu'avant ça, on n'avait aucun moyen de diagnostiquer précisément les problèmes de connectivité. Quand notre utilisateur nous disait « j'ai eu un timeout à telle heure », j'ai eu une erreur 18456 avec tel niveau d'erreur sur telle instance, on ne pouvait que constater, on n'avait pas grand-chose par défaut pour aller vérifier dans quelles circonstances exactes le timeout était apparu. Bien avec justement l'apparition de nouveaux ring buffers en SQL 2008 R2, on a beaucoup plus d'informations de manière beaucoup plus détaillée sur les circonstances de ce genre de problème. Alors je vous donne l'exemple de la connectivité, mais il y a beaucoup d'autres exemples en fait. D'accord ? Donc là, on est en SQL 2005. Les DMV, les DMF, c'est déjà énormément d'informations supplémentaires. Et je dis c'est vers une évolution logique parce que les extended events arrivent après ça et au-dessus de tout ça. Donc c'est vraiment l'aboutissement d'une volonté de montrer comment le moteur fonctionne et d'afficher le maximum d'informations possibles. Et vous allez voir qu'une grosse partie du moteur Extended Events est assez orientée debug. Il faut réaliser que tout ça, c'est des outils qui ont été implémentés dans le moteur sous la recommandation du support. C'est-à-dire, les équipes support et les équipes développement se sont concertées et le support a dit « moi j'aimerais bien voir ce genre de choses parce que pour diagnostiquer, j'ai beaucoup de problèmes. » D'accord ? Donc j'aimerais bien voir des choses affichées au format relationnel, par exemple. J'aimerais bien avoir des ring buffers pour pouvoir faire tout un tas de diagnostics. Et les extended events, ça arrive tout en haut de ça, et vous allez voir que ça permet de tracer quasiment absolument tout. Donc maintenant, on ne peut plus parler de boîte noire, au contraire, on en est très très loin, on est à l'extrême opposé. C'est-à-dire qu'on a la capacité de visualiser à peu près tout ce qui se passe au niveau du moteur jusqu'au niveau le plus bas. D'accord ? Un des intérêts aussi du moteur Extended Events, c'est qu'il est hautement configurable. À chaque fois, j'essaie de faire un petit parallèle avec SQL Trace et Profiler. Par rapport à SQL Trace, j'ai beaucoup plus de possibilités de configuration, d'affiner vers quel type de destination je vais stocker mes traces. D'accord ? Dans SQL Trace, en gros, j'avais deux consommateurs. J'avais un consommateur type fichier, un file provider, et un consommateur type table, un recette provider. D'accord ? J'avais pas beaucoup le choix. Et je savais, par expérience ou en lisant des documentations techniques, que le recette provider est moins performant que le file provider. Donc en gros, il ne faut pas trop l'utiliser en production, plutôt utiliser le file provider. Donc finalement, je me retrouvais qu'avec une seule destination possible. On va voir là, il y a 6 destinations différentes qui toutes permettent de faire des choses assez variées. Il y a une très grande richesse également en nombre d'événements capturables dans les Extended Events. Si on fait la comparaison avec SQL Trace, vous voyez qu'il n'y a pas photo, on est à 4 fois plus d'événements capturables. Aujourd'hui en CTP3 et en version RC0 d'SQL 2012. Il y a aussi la possibilité d'intégrer les traces Extended Events avec des traces système. Côté W, c'est Event Tracing for Windows, c'est un petit peu le même concept, mais côté Windows. Donc on va pouvoir générer des traces système côté Windows pour par exemple mesurer le temps de service des disques, un certain nombre de choses, et mettre en corrélation les mêmes événements ou les événements similaires côté SQL Server pour faire de la corrélation, voir l'impact entre des événements système et des événements SQL Server. On imagine par exemple un événement système, tout à coup le système a besoin de mémoire, d'accord ? Et à partir de Windows 2003, le système, quand il a plus assez de mémoire, il a besoin que les applications lui livrent de la mémoire. Il y a une API qui existe sur laquelle il peut poster des demandes de récupération de mémoire. Et certains logiciels peuvent écouter ces API et dire « Ok, moi j'ai entendu que Windows voulait que je libère de la mémoire, je vais réduire mes buffers et décommitter de la mémoire pour Windows. »
D'accord ? SQL Server, c'est un produit qui sait faire ça. Exchange aussi, c'est un produit qui sait faire ça. Eh ben, on pourrait tout à fait imaginer de corréler des traces système côté Windows qui indiquent une insuffisance mémoire et des traces côté SQL Server qui indiquent en même temps une réaction pour libérer de la mémoire et la rendre à Windows. D'accord ? C'est un concept qu'on avait aussi un petit peu en SQL Trace. Si vous avez déjà joué un petit peu avec SQL Diag, vous savez qu'on a la possibilité de générer des traces perfmon, d'accord, générer des traces type SQL Trace, et dans Profiler, charger les traces perfmon dans Profiler, pour faire un petit peu de corrélation aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir la liste des événements SQL Trace et les graphes perfmon, pour faire un peu de corrélation. Là, c'est un petit peu aussi le même ordre d'idée. Et donc on rappelle que l'API de trace historique est en voie d'obsolescence. C'est-à-dire que ça va continuer de fonctionner sur la version 2012, peut-être les versions suivantes, mais a priori à terme, ça devrait disparaître. D'accord ? Alors, je vous disais, cette session, elle va être découpée en deux parties. Les deux parties, elles sont matérialisées un petit peu sur ce schéma. Il y a une partie metadata et une partie vraiment plus propre à l'exécution, à la création de sessions, à la capture d'événements et à l'analyse de ces événements. D'accord ? Alors on va d'abord voir la partie metadata. En fait, ça consiste à décrire les différents objets que je vais manipuler au niveau de mes traces Extended Events. Il faut voir que c'est un concept complètement nouveau, avec une terminologie complètement nouvelle. Et donc avant de se lancer dans la création de traces, il faut comprendre un petit peu tous les objets qui naviguent autour des Extended Events et que je vais manipuler dans mes traces, d'accord ? Donc, il y a vraiment deux parties. Elles sont vraiment isolées. Aujourd'hui, physiquement, ce qui représente les métadonnées, c'est la notion de package. D'accord ? Un package, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'objets, un groupe d'objets que j'ai décrit au-dessus ici, qui vont être manipulables dans les sessions sur la partie exécution. Donc, j'ai un certain nombre de packages qui existent aujourd'hui en version 2012. J'ai 8 packages qui existent, qui sont donc chargés à partir de DLL externes dans l'espace adressable de SQL Server. Et ces packages, ils définissent des objets de type, par exemple des événements, des actions. On verra ce que c'est que des actions. Alors, il y a deux types d'actions. Il y a soit j'effectue une action en réponse à un événement, soit je vais collecter des données complémentaires en réponse à un événement. D'accord ? Je vais aussi définir des types de données. D'accord ? Tous les types de données manipulées dans les Extended Events sont aussi définis dans les packages, c'est-à-dire les types entiers sur 32 octets, sur 64 octets, les types caractères, les types Unicode. J'ai des types un peu spéciaux aussi qu'on utilisera plus pour du debug, comme des types pointeurs ou des types call stack, par exemple. J'ai la notion de maps. Alors maps, si vous avez fait du profiler et du SQL Trace, si je vous dis event subclass, vous devriez pouvoir faire le parallèle. C'est-à-dire que c'est un moyen qui permet de mettre en relation des valeurs de clés avec des descriptions. Je prends un exemple pour illustrer ça. Par exemple, les différents types de waits qui existent au sein du moteur. Vous avez un certain nombre de types de waits qui existent. Au niveau des Extended Events de la trace, ces waits sont identifiés par une clé. Et quand vous allez afficher le résultat de la capture Extended Events, il ne va pas vous afficher la clé. Sinon, il faudrait que vous alliez dans les tables de métadonnées pour résoudre tel numéro de clé, c'est tel type de wait. Donc il y a des maps qui existent et qui font la relation entre les clés et les valeurs associées pour afficher directement les valeurs associées, que ce soit plus explicite. Que vous ne voyez pas type d'attente un tel dans une trace, mais que vous voyez par exemple page.io latch, quelque chose, que ce soit plus parlant pour vous. D'accord ? La notion de target, alors les targets, ce sont des destinations. Alors tout ça, c'est des mots, on paraît perdu, mais en fait c'est quand même très simple. Les targets, c'est simplement l'endroit vers lequel je vais aller consommer mes événements et stocker, historiser mes événements. C'est l'équivalent du file provider ou du recette provider sur SQL Trace. D'accord ? J'ai également des prédicats, donc c'est des opérateurs de comparaison entre types qui sont définis. Et également des messages. Donc les messages, ce sont les messages d'erreur ou les messages d'information qui sont générés par le moteur Extended Events et qui sont aussi encapsulés dans cette notion de package. Et puis de l'autre côté de la barrière, j'ai la partie opérationnelle, la partie exécution. Et c'est à travers cette partie que je vais pouvoir démarrer des sessions Extended Events qui vont être composées
d'un certain nombre d'événements. Je vais poser des prédicats sur ces événements. Par exemple, je veux capturer simplement les requêtes qui dépassent tant de millisecondes ou qui font tant de logical reads, etc. Et je vais consommer ces événements vers donc, des destinations qui sont des targets. Donc voilà, il y a toute cette notion-là à intégrer d'abord avant de pouvoir vraiment retrousser ses manches, prendre son clavier et commencer à faire un create event session. Il faut comprendre tous ces événements d'abord. C'est pour ça qu'on va passer un peu de temps sur la partie métadonnées. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le moteur de capture des événements dispose de son propre pool de thread, en quelque sorte. Enfin, sous SQL Server, on ne parle pas de thread, on parle de worker, parce que c'est une abstraction du thread. Mais le moteur il dispose de son propre pool donc de worker pour pouvoir consommer les événements de manière asynchrone. On imagine par exemple que dans le flow d'exécution du code, l'événement fin de procédure stockée est terminé. D'accord ? On capture cet événement, il valide le prédicat. À partir de là, on est capable de consommer les données associées à cet événement, c'est-à-dire le texte de la requête, le plan de la requête, ses données, ses résultats opérationnels, donc le nombre de lectures qu'elle a faites, sa durée, etc., de manière asynchrone dans un target, une destination, donc une zone mémoire, un fichier, etc. Et pour pouvoir faire ça de manière asynchrone, eh bien, il faut pouvoir disposer d'une petite unité de traitement qui fasse le travail. D'accord ? Donc on va revenir un peu sur tous ces éléments-là. Donc on a un cloisonnement fort entre le moteur d'exécution et les métadonnées. Ça, on peut imaginer, alors je conjecture complètement, mais on peut imaginer que ça permette à l'éditeur d'ajouter aisément de nouveaux packages dans le futur, puisque c'est une conception complètement modulaire. C'est-à-dire que on va définir des packages dans des DLL externes qui sont chargés dans SQL Server au démarrage. Ce qui me fait dire ça, c'est que lorsque les événements étendus sont arrivés en 2008, il y avait 4 packages. Ils étaient tous chargés depuis l'exécutable SQL Server. En CTP1, on arrive avec 8 packages et tous les packages ont été sortis du moteur. Maintenant, ils sont externalisés dans les DLL. Donc, ça donne une vision un peu plus modulaire qui peut permettre d'imaginer, par exemple, dans les futures releases, on va avoir d'autres packages, d'autres classes d'événements, d'autres classes de prédicats, etc., etc. Bon, là, on en a déjà pas mal. 591, il y a de quoi faire. On arrive au bout. Donc, il y a une évolution assez intéressante. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ça peut aussi permettre, par exemple, de permettre à l'éditeur, par exemple, de fournir à un client un package pour un besoin spécifique. D'accord ? Un besoin de debug spécifique. On va installer un package spécifique et on va le retirer une fois qu'on n'a plus besoin de faire le diagnostic. D'accord ? Donc c'est cette séparation, ce cloisonnement entre la partie métadonnée et la partie exécution qui permet de faire ça. Donc les métadonnées sont encapsulées dans les packages. Le conteneur global physique, c'est le package. Et ces métadonnées, elles exposent donc tous les objets que j'ai cités, les événements, les targets, les prédicats, etc. On va les voir un par un. Et le moteur fournit un pool de workers autonomes pour consommer de manière asynchrone des choses, consommer les événements, écrire dans les targets, etc. Donc on va balayer tous ces éléments-là un par un. Package, events, targets, les prédicats, les actions, les maps, etc. Et ensuite, on fera une petite démo pour explorer visuellement tout ça. Alors, le package, c'est donc le conteneur d'objets. C'est ce qui va exposer, on va dire, tous les objets que je vais pouvoir manipuler dans ma trace. D'accord ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont donc définis chacun dans une DLL externe. Aujourd'hui, en version CTP3 et en version donc RC0 de 2012, on a 8 packages différents, d'accord ? Qui totalisent en tout presque 600 événements capturables. Ces packages, ils sont exposés par une vue dynamique qui est sysdm-xe package. Donc il va nous renvoyer une ligne par package. D'accord ? Ils ont une propriété un peu intéressante, ces packages, c'est qu'ils peuvent être privés ou publics. Et lorsqu'un package est privé, ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser dans une session que je créerai manuellement. Actuellement, sur les 8 packages, il y en a un qui est privé, c'est SecAudit, qui est un package qui contient des événements d'audit orientés sécurité. Donc, on ne va pas pouvoir l'explorer ici. Il y a une session demain, fin d'après-midi, sur la sécurité dans SQL Server 2012 et qui évoque justement la fonction associée à SecAudit, qui est la fonction d'audit spécification que vous devez connaître très probablement. Voilà, donc pour lister les packages
qui sont manipulables par une session X utilisateur, je vais donc appliquer un bitwise à cette colonne capabilities. Voilà. Alors à l'intérieur de ces packages, sont définis un ensemble d'événements. Finalement, c'est ce qui a le plus d'intérêt pour nous, c'est savoir sur quel type d'événement je vais pouvoir capturer et quelles données associées je vais pouvoir collecter. Alors l'architecture de capture d'événements, elle a été faite de telle manière à ce que l'impact de la capture, parce qu'il y a quand même un impact de capture un événement dans le flux d'exécution du code, il soit minimal. C'est-à-dire qu'on va appliquer sur la détection d'événements, on va dire 2 tests. Un premier test qui est de savoir si l'événement appartient à une trace active ou pas. Et le deuxième test qui va être la validation du prédicat, si j'en ai mis un. Je reprends mon exemple de requête de SQL Statement Completed, ma requête terminée avec un prédicat avec une durée supérieure à 5 secondes, on imagine. Tous les événements qui ne valident pas ce prédicat, on libère tout de suite le flux d'exécution. On ne va pas le forcer à attendre encore, à consommer des choses. D'accord ? Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que cette notion de validation de prédicat, elle est faite suffisamment tôt pour ne pas impacter l'exécution du moteur, en fait, l'exécution du code. D'accord ? Ces events, en fait, comme ils sont compatibles avec les traces TW, ils peuvent aussi être classifiés selon la même norme. Donc, en ETW, on a une norme qui classifie les événements. On a 4 grandes familles d'événements qui sont admin, analytique, debug et opérationnel, ce qui vous permet de savoir à peu près où vous mettez les pieds quand vous choisissez un événement, savoir s'il est de l'ordre du debug ou plutôt de l'ordre opérationnel ou administratif. En tout, 591 events dans cette package public. Donc voilà, pour afficher les différents événements des packages. En fait, pour afficher tous les objets, donc event, target, action, map, prédicat, tout ce qu'on a vu, ce qui était au-dessus de la notion de package, tout ça c'est exposé par la même vue dynamique qui est sysdmxe objects. Et on va simplement passer à la colonne object type, le type d'objet que je veux voir, c'est-à-dire soit des événements, des actions, etc. Si je fais le bilan de la liste des événements par package. Ici, je vous ai mis une petite étoile à côté d'un package qui s'appelle SQL Server. Ce package SQL Server, il a été introduit en CTP1 de Denali et il a permis de quasiment, même plus que doubler la capacité des événements qui existaient à l'époque dans SQL Trace. Donc, dans Extended Events, pardon. Donc les Extended Events avant la CTP1, il y avait 4 packages, un certain nombre d'événements, et avec la CTP1, on a plus que doublé la capacité événementielle du moteur. D'accord ? En intégrant un nouveau package, notamment SQL Server, qui provient d'une autre DLL. En général, on peut imaginer que ce package-là, il consiste un peu à étendre l'espace de nom du package original. Si vous voulez, à l'origine, les 4 packages qui étaient disponibles en 2008, c'est SQL Server, SQLOS, SecAudit qui est donc privé, que je ne peux pas utiliser pour faire des traces utilisateurs, et package 0. Et en CTP1, 4 nouveaux packages, FileStream, SQLCLR, UCS, et un autre, donc package SQL Server, qui permet d'étendre l'espace de nom du premier. C'est-à-dire que vous n'avez pas, quand vous allez déclarer vos traces, besoin de faire la différence entre ce package-là et celui-là. C'est un même espace de nom. D'accord ? Donc on va balayer ces différents packages un par un. Package 0, c'est un package un peu particulier. C'est un package qui va définir des objets qui seront utilisés par les autres packages. C'est un peu un package racine. Il va définir notamment tous les targets, c'est-à-dire toutes les destinations pour consommer mes événements. Il va définir aussi tous les types de données que je vais manipuler. Et aussi les messages qui seront utilisés par le moteur Extended Events. En exemple de message, on peut imaginer, par exemple, je consomme des événements dans un target de type fichier. D'accord ? Et puis il n'y a plus de place sur le disque. Donc il faut que cette exception-là, elle puisse être gérée par le moteur Extended Events. Et le message associé à cette exception, il est stocké dans cette partie message. Donc package 0 qui fait partie des packages historiques, donc qui était présent déjà en SQL 2008 RC0.
Le premier package SQL Server, lui, va définir des événements qui nous sont déjà beaucoup plus familiers. Si on a fait du profiler, du SQL Trace, on va retrouver nos événements, début de requête, fin de requête, début de transaction, fin de transaction, verrou acquis, escalade de verrou, etc. Tous les événements qu'on trouvait naturellement dans SQL Trace, on va les retrouver dans ce package SQL Server. En tout, 176 events. Donc ça, c'est quelque chose que je vais utiliser assez fréquemment finalement dans mes traces orientées performance. Alors SQLOS, c'est un package un peu particulier. Je pense que c'est pas un package que l'utilisateur, même avancé, utilisera tous les jours, parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont définis dans ce package qui sont très orientés debug. Donc je pense que c'est plus à destination du support qu'à destination des utilisateurs ou des administrateurs de bases de données. Il y a assez peu d'événements qui sont vraiment interprétables par des DBA ou par des utilisateurs avancés, on va dire, de SQL Server, notamment des événements associés aux attentes, voilà, ou des événements associés aux I/O. Mais sinon, le reste, c'est des événements très très pointus, des allocations d'espace dans des types de données, dans des types de buffers particuliers, ou voilà, tout un tas d'événements plus associés à la notion de debug. 61 événements en tout. SecAudit, donc je vous en ai parlé, c'est un package qui est donc privé, qui définit un certain nombre d'événements associés aux audits de sécurité. Donc on ne le verra pas ici, parce que de toute façon on ne peut pas l'utiliser. C'est la partie immergée de l'iceberg audit spécification. Donc quand vous utilisez les audits spécification, serveur audit spécification ou database audit spécification, derrière, c'est ce package Extended Event qui est utilisé. D'accord ? Je vous ai mis ici, pour plus de détails, sur la partie audit spécification. Donc vous avez la session de David Barbarin qui est au fond là-bas, sur la sécurité dans SQL Server et les nouveautés SQL Server 2012, donc qui a lieu demain fin d'après-midi. Ça c'est pour SecAudit. Alors après il y a ce que j'appelle les mini-packages. Il y a 3 mini-packages, UCS, SQL, CLR et FileStream. C'est des packages qui définissent assez peu d'événements. Vous voyez, il y en a moins de 100 à E3. C'est vraiment des packages assez pointus aussi qui vont me permettre de détecter des événements dans un domaine assez pointu. Donc UCS, c'est plus la partie connectivité, d'accord. Les endpoints, la partie service broker, et encore pas toute la partie service broker, parce qu'il y a beaucoup d'événements service broker qui sont déjà définis dans SQL Server. SQL CLR, c'est un tout petit package, il y a seulement 4 événements qui vont simplement tracer les problèmes d'allocation mémoire quand on fait du CLR. Quand on essaie de charger un abdomen, on n'y arrive pas parce qu'il n'y a plus assez d'espace mémoire. C'est ces événements-là qui vont être capturés par ce package. Mais c'est vraiment une utilisation extrêmement confidentielle. D'accord ? C'est quand vraiment je fais du CLR et j'ai besoin de comprendre pourquoi, par exemple, un package n'arrive pas à se charger en mémoire. Même chose pour FileStream, c'est aussi un mini package. Et il y a déjà des événements de type FileStream qui sont déjà déclarés dans le package SQL Server historique qu'on a vu juste avant. Ce package-là, il va un petit peu plus loin et il se concentre, on va dire, sur l'interaction qu'il y a entre le moteur SQL Server et la partie RSFX qui est en fait un filter driver qui permet d'interagir avec les données qui sont stockées sur disque. Un filter driver, qu'est-ce que c'est ? C'est un driver qu'on va enficher au niveau du système d'exploitation et désenficher au besoin. D'accord ? C'est ce filter driver qui gère notamment la notion de cohérence transactionnelle avec les données FileStream, les données qui sont à l'extérieur de la base, les données qui sont à l'intérieur de la base. Quand je vais rollbacker, par exemple, une transaction sur du FileStream, c'est RSFX qui va être mis en jeu pour faire les modifications dans les données externes. D'accord ? Donc là aussi, c'est des événements très très confidentiels. Je disais tout à l'heure, SQLOS c'est orienté des bugs. À mon sens, ça c'est aussi assez orienté des bugs quand même. Et donc le dernier package, qui s'appelle lui aussi SQL Server, et qui constitue essentiellement une grosse extension en termes de nombre d'événements du premier package. Donc il fait plus 316 événements. Dans ce package, il n'y a que des événements et des maps. C'est tout. Il n'y a pas d'autres types d'objets, type des prédicats ou des actions. Il n'y a que des événements. Donc là, on fait un gros plus sur le nombre d'événements grâce à ce package-là. Ok. On va voir donc les différents targets. Alors, le target, je vous disais, c'est donc la destination dans laquelle je vais aller consommer ma trace.
Dans la version SQL Server donc 2012, il y a 6 targets disponibles. Alors là, si vous avez exploré un petit peu la partie, enfin les extended events pour les quelques-uns qui ont déjà manipulé les extended events, il y avait beaucoup plus de targets disponibles en version 2008 et 2008 R2. Et à partir des versions CTP de SQL Denali, toutes ces choses-là ont été simplifiées. D'accord ? On avait par exemple, je vous cite un exemple, un target qui s'appelait bucketizer synchrone, et bucketizer asynchrone. C'était une espèce de réceptacle qui permettait de pré-agréger des données. D'accord ? Cette notion-là, elle disparaît, elle est simplifiée. On n'a plus à se poser la question, est-ce qu'il faut que je fasse du synchrone ou de l'asynchrone ? Par défaut, ça a été forcé en asynchrone et ça a été renommé en histogramme. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Quand on va voir les targets à part 1, je vais vous dire, anciennement ça s'appelait comme ça et telle partie a disparu. Donc ça a été assez simplifié. Au lieu d'avoir presque 10 targets disponibles, finalement on n'en retrouve que 6 et qui sont tous assez simples d'utilisation. Alors chaque target a ses propriétés, ses applications, ses avantages et ses inconvénients. Je ne vais pas utiliser n'importe quel target dans n'importe quel cas. D'accord ? On imagine un cas où j'exécute une trace XE sur une machine fortement TP avec énormément de requêtes par seconde. Si je ne mets pas de prédicat sur l'événement fin de requête, je risque de générer beaucoup d'événements, d'accord, par seconde. En fonction du type de target que je vais choisir, eh ben, je peux arriver à une situation où je ne vais pas avoir le temps de consommer finalement ces événements. Pas avoir le temps de les déplacer de l'endroit où ils sont capturés jusqu'à mon target, parce que finalement ça va trop vite, et parce que le target n'est pas adapté, et parce que mon mode de transfert n'est pas adapté. Donc on va voir, ces targets, ils ont des propriétés de consommation synchrone, asynchrone, voilà. Alors synchrone et asynchrone, c'est très important parce que ça va avoir un impact direct sur les performances de l'instance. Capturer et consommer un événement, c'est pas anodin. Ça coûte pas rien en termes de cycle. Ça veut dire que globalement, lorsque un événement est capturé, on va mettre en attente quelque part la tâche qui a déclenché l'événement, le temps de valider les différentes choses dont je vous disais tout à l'heure. Est-ce que l'événement appartient à une trace active? Est-ce qu'il valide le prédicat? Et après, si ma consommation, si mon target consomme les événements de manière synchrone, ça va aussi vouloir dire qu'il va falloir que la tâche attende que j'ai fini de consommer mon événement avant de pouvoir continuer à s'exécuter. Et ça peut être extrêmement coûteux. C'est aussi la raison pour laquelle ces targets ont été très simplifiés en version Denali. J'avais pas mal de targets qui étaient synchrones, asynchrones. Aujourd'hui, ça a été tranché de manière assez nette. Il n'y a qu'un seul target qui est synchrone, c'est Event Counter, tout au bout. Tous les autres, maintenant, sont asynchrones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où l'événement a validé l'étape de prédicat, on va relâcher l'exécution qui a déclenché l'événement. Donc on ne va pas la bloquer plus de temps que ça. On va la consommer après en utilisant un worker donc qui sera dégagé du pool de workers du moteur XE pour consommer cet événement dans le target. D'accord ? Alors ces targets, ils sont aussi exposés comme tous les autres objets contenus dans les packages par cette vue sysdem XEObjects avec un object type à target. Donc on va voir tous les targets un par un. Alors sur 6 targets, je vous avouerai que dans la pratique, on n'en utilise réellement que 2 de manière courante. D'accord ? On va voir que les 4 autres ont une utilisation très très spécifique. Un des targets courants, c'est le ring buffer. Le ring buffer, qu'est-ce que c'est? Je vous disais, c'est une zone mémoire qui va être écrite et qui peut être réécrasée lorsque ce ring buffer est plein. D'accord ? Alors le petit changement en version Denali, c'est qu'auparavant, il était limité en taille, ce ring buffer. Il était limité à 4 mégas. C'est-à-dire que si je remplissais, lorsque je remplissais les 4 mégas de mon ring buffer, eh ben, les données qui avaient été insérées au départ étaient réécrasées. D'accord ? Aujourd'hui, il n'y a plus de limitation en mémoire, c'est une limitation en nombre d'événements. Parce qu'on s'est rendu compte en version, que je dise pas de bêtises, 2008 R2 ou 2008, qu'il y avait un bug associé à cette notion de mettre une valeur limite pour la mémoire. C'est quand on consommait des événements XML d'une taille supérieure à 4 mégas, on se retrouvait avec un document XML invalide après. Donc bug. Donc plutôt que de limiter sur la quantité de mémoire par ring buffer, on va limiter sur le nombre d'événements. Et là, on est sûr de ne pas avoir de fichier XML mal formé parce que incomplet finalement à l'arrivée. D'accord ? Donc l'exécution du ring buffer est asynchrone.
Ça, c'est important. Comme la plupart des targets, alors en fait, les données qui sont associées à un événement, lorsque cet événement est capturé, on imagine l'événement fin d'une requête, par exemple. Les données associées à cet événement fin de requête, ça va être la durée de la requête, le nombre de lectures logiques. Potentiellement, je peux avoir des données additionnelles telles que le texte de la requête, l'identifiant du plan associé à la requête, etc. Toutes ces données-là, elles sont stockées dans un buffer de manière binaire et compacte, d'accord ? Tout ça pour optimiser la place, pour être capable de mettre un maximum d'événements par target. Et cette forme brute, compacte et binaire, elle va être matérialisée au format XML lorsque je vais interroger cette vue-là. J'ai une colonne dans cette vue-là, 6DMXE session target, qui s'appelle target data, que je vais caster en XML pour pouvoir visualiser les données associées à mon événement. On va voir un exemple tout à l'heure dans la démo. Alors on dit le ring buffer, c'est pas recommandé pour les sessions qui génèrent énormément d'événements. Pourquoi ? Parce qu'on va rapidement le remplir. C'est pratique si on a mis un prédicat très filtrant. On sait qu'on ne va pas déclencher beaucoup d'événements. Si j'ai mis autostat par exemple, je sais que potentiellement je ne vais pas générer des millions d'autostats à la seconde. Je vais en générer quelques-uns, mais ce que je vais voir, c'est des événements qui arrivent de temps en temps. D'accord ? Des checkpoints, ça arrive de temps en temps, ça n'arrive pas en permanence. D'accord ? Donc ça, c'est le ring buffer. Le deuxième target qu'on va utiliser de manière préférentielle, alors ce que je ne vous ai pas dit sur le ring buffer et qui est important, c'est que comme c'est une zone mémoire, si vous arrêtez l'instance et que vous la redémarrez, eh ben c'est perdu. D'accord ? Si vous n'avez pas historisé les données quelque part dans une table, pérennisé tout ça, ben vous redémarrez, c'est perdu. Okay ? A contrario, le target event file, lui, il permet de persister les traces. C'est-à-dire qu'on va la destination de notre trace, c'est plus une petite zone mémoire, c'est un fichier. D'accord ? Alors le premier intérêt de l'event file, c'est la persistance. Ça veut dire que je peux arrêter, redémarrer mon instance 25 fois, bah, j'ai toujours mes traces sur disque. C'est un peu le même principe que les fichiers TRC, si vous voulez. Je peux prendre un fichier de traces de type event file, l'envoyer par exemple à quelqu'un d'autre pour analyse, l'envoyer au support par exemple pour analyse. D'accord ? C'est un target qui est aussi entièrement configurable, c'est-à-dire que je vais pouvoir préciser à quel endroit je vais le mettre, son nom, je vais pouvoir préciser si je mets une timeax ou pas, si comme dans Profiler, je fais du rollover de fichiers, c'est-à-dire je vais créer plusieurs fichiers de taille identique, etc. C'est aussi une exécution asynchrone. Un truc important en CTP3, donc c'est arrivé que récemment, c'est qu'à l'origine, ce target-là, il s'appelait asynchronous file target. Ça sous-entend qu'il y avait un autre target qui s'appelait synchronous file target, qui lui a complètement disparu. D'accord ? Et cet asynchronous file target, il était composé de deux fichiers sur disque. Un fichier de métadonnées, avec une extension XEM, et un fichier de log qui stockait les données de l'événement. Un fichier XEL. Et on était obligé toujours de déplacer ces deux fichiers ensemble. Si on voulait pouvoir lire une trace, on était obligé d'avoir le fichier de log et le fichier de métadonnées. D'accord ? Ça a été simplifié, cette chose-là, en CTP3. Le fichier de métadonnées a disparu. On n'a plus qu'un seul fichier, un fichier de log. D'accord ? Ça va nous simplifier un peu la vie. Ce que je mets aussi, c'est lorsqu'on... Alors, oui, ce que je vous ai pas dit aussi, un peu au-dessus, c'est que de la même manière que pour le ring buffer, les données sont donc stockées au format binaire brut compact, okay, pour optimiser l'espace. Elles sont matérialisées au moment où je vais interroger une vue. Ben là, c'est pas une vue, c'est une fonction. D'accord ? Une fonction tab valuée. C'est le seul target en fait qui utilise une fonction un peu différente, qui permet de lire le contenu d'un fichier. Si vous avez fait aussi pareil du SQL Trace ou du Profiler, si je vous dis fn trace get table, c'est un peu le même principe. Je vais aller lire un fichier trace sur table et je vais l'afficher au format tab valué. Simplement, ce qu'on dit en dernier point, ici, c'est même chose que pour fn trace get table, éviter d'agréger directement dans la vue. Utilisez la vue pour stocker physiquement dans une table et agréger sur la table. Ça sera toujours beaucoup plus performant. Donc voilà pour nos deux targets principaux. Un autre target. Donc à partir de là, on va parler de targets avec une utilisation beaucoup plus spécifique. L'event counter, c'est typiquement un target que je vais utiliser tout au début, juste avant de mettre en place une trace. Cet event counter, simplement ce qu'il fait, c'est qu'il compte le nombre d'occurrences des événements que j'indique dans ma trace. C'est-à-dire que
je vais déclarer un événement de type statement completed avec un prédicat, par exemple. Et au lieu de mettre un target sur un ring buffer ou sur un event file, je vais mettre event counter pour avoir une idée du nombre d'événements qui sont déclenchés avec ce prédicat-là. Ça va me permettre de m'orienter sur mon choix de target. Si je vois que j'ai énormément d'occurrences par seconde, je vais peut-être pas me porter sur un ring buffer. Je sais que je vais de toute façon pas faire une consommation synchrone. D'accord ? Donc, si je reviens à l'image, à chaque fois, je suis désolé, je reviens sur SQL Trace, mais si on voulait faire la même chose avec SQL Trace, on était obligé de définir la trace complète, les prédicats complets, puis la lancer et voir ce qui se passe. Et voir combien d'événements étaient générés. Et là, il y a un impact. Parce que là, on va collecter des données complémentaires. Sur l'événement fin de requête, je vais collecter la requête, le plan, tout un tas d'informations. D'accord ? Ici, je me contente de compter les occurrences. C'est tout. D'accord ? Alors, c'est le seul target qui est synchrone. C'est-à-dire qu'il va faire attendre un tout petit peu la tâche en exécution, le temps d'incrémenter la valeur. Mais comme c'est une opération qui est toute petite, il n'y a pas de collecte additionnelle, l'impact est vraiment minimum en fait. Alors là aussi, les informations matérialisées en XML sur la même vue, comme le ring buffer, tout pareil. D'accord ? Il n'y a qu'un seul target en fait qui n'est pas matérialisé par cette vue-là, c'est l'event file. D'accord ? Donc l'event counter, il me permet d'avoir une idée du nombre d'occurrences des événements, pour savoir comment je vais impacter ma production. Si je ne peux pas réduire le scope de mon prédicat, affiner mon prédicat, en rajouter. D'accord ? Histogramme, alors c'est pareil, c'est la grande refonte, hein, CTP3 et SQL 2012, on a changé tous les noms, quasiment tous les noms des targets. Anciennement, c'était donc les bucketizers. Il y avait deux types de bucketizers, synchrone, asynchrone. Voilà. De la même façon que asynchronous file target ou synchronous file target, le target synchrone a été supprimé. On ne conserve qu'un bucketizer asynchrone, qui est donc renommé en histogramme. Et le but de cet histogramme, il est un petit peu le même que l'event counter. Ça va permettre de cibler un petit peu ces axes de recherche. Je constate par exemple que j'ai une consommation CPU élevée sur ma machine et j'ai un compteur générique, un compteur perfmon par exemple, qui me dit que j'ai beaucoup de compilations par seconde sur la machine, beaucoup de recompilations par seconde. Mais je ne sais pas d'où elles viennent ces recompilations, parce que j'ai 150 bases sous mon instance, donc ça peut venir de n'importe où. Et bien cet histogramme, il va vous permettre d'agréger l'événement de recompilation sur un critère, par exemple le database ID. Et comme ça, vous allez pouvoir voir tout de suite d'où viennent la majorité des recompilations. Et tout de suite, ça va vous orienter vos recherches plus vers une base qu'une autre, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est l'histogramme. Alors le pair matching, c'est un des events qui ne change pas par rapport à la version 2008. Le pair matching, c'est un événement un peu particulier qui permet de détecter les événements orphelins. C'est-à-dire que son travail, ça va être d'associer les événements début, fin, par exemple. On imagine début de transaction, fin de transaction, acquisition de verrou, libération du verrou, début de requête, fin de la requête. Vous voyez, il y a toujours un certain nombre d'événements qui sont associés par paire, toujours. Et à la fin de la trace, lui va éliminer ceux qui sont exactement en paire pour ne conserver que les événements orphelins. D'accord ? Donc on peut s'imaginer, par exemple, ça peut me permettre de détecter s'il y a des transactions ouvertes ou s'il y a des verrous qui ne sont pas libérés. Alors dans les faits, il faut faire très attention au pair matching. Parce que la contrainte, c'est qu'il faut absolument que j'ai un rapport de 1 à 1 entre l'événement de début et l'événement de fin. Et si on prend les deux exemples que je viens de vous dire, c'est-à-dire début de transaction et fin de transaction, eh ben, ce n'est pas toujours le cas. Vous savez que dans SQL Server, par exemple, il n'y a pas de transaction imbriquée, ça n'existe pas. Vous pouvez faire 5 fois begin tran, vous faites une fois rollback tran, vous allez tout rollbacker. Parce qu'il n'y a jamais qu'une seule transaction, en fait. Donc vous pouvez avoir 5 événements begin tran, vous n'aurez qu'un seul événement commit tran ou rollback tran associé. Donc il n'y a pas un rapport de 1 à 1. Même chose pour les verrous. Vous tracez l'événement acquisition de verrous. Et puis vous avez 5000 verrous acquis sur un même objet, sur un même index, une même table. Il y a escalade de verrous. Donc vous avez 5000 événements acquisition de verrous, et lorsque le verrou sera relâché, c'est un verrou de type table, il n'y aura qu'un seul événement type relâchement de verrou, parce qu'il n'y aura qu'un verrou à relâcher. Donc là encore, on n'a pas de notion d'événement pair à pair exact. D'accord ? Donc il faut faire très attention à ce qu'on manipule. Voilà, pour le pair matching. Et le dernier target, c'est donc le target qui permet de consommer
de consommer les événements à travers une passerelle ETW. Alors, en fait, c'est assez compliqué à mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a une interaction forte avec ETW qui est côté Windows. Donc ça veut dire que déjà, on n'a pas la possibilité de lancer plusieurs sessions ETW par instance. On n'en a qu'une seule, elle a un nom par défaut, on ne peut pas le changer. C'est comme ça. Il faudra aussi qu'on utilise pas mal d'outils côté système pour gérer ces traces. L'idée, c'est de générer une trace ETW système, générer une trace ETW SQL Server, avec un outil type trace report, par exemple, .exe. On peut fusionner les résultats des deux traces. Et ensuite, avec des outils d'analyse, on peut montrer, comme ce que je vous disais tout à l'heure sur Profiler, où on pouvait charger une trace perfmon dans Profiler, faire de la corrélation. C'est-à-dire, j'ai un tel événement système, il peut coïncider typiquement avec tel événement SQL Server, etc. Une des difficultés, c'est que le type de consommateur ETW qui a été choisi pour les Extended Event côté SQL Server, c'est l'ancien provider. C'est celui qui est compatible avec avec Windows 2003. Et depuis Vista et Windows 2008, c'est un autre provider. Et du coup, les deux providers sont pas incompatibles. Ce qui fait que quand vous chargez ce résultat de trace agrégé, vous voulez le faire analyser sur une plateforme Windows 2000, Windows 2000, il va pas être capable d'interpréter la trace parce qu'il n'utilise pas le même provider. Il faudra le faire sur une plateforme 2003. C'est un petit inconvénient. On espère que ce sera résolu par le futur. C'est également pas très pratique parce qu'il y a pas mal d'actions à faire au niveau système, avec notamment Logman pour arrêter les traces. Quand on arrête une trace au niveau SQL Server, avec la commande, par exemple, alter event session state égale stop, et quand on supprime la session, dans les faits, elle n'est pas vraiment supprimée. Elle existe toujours au niveau système, donc on ne pourra pas la recréer après, par exemple. Donc il y a des actions additionnelles côté système à faire qui introduisent un peu plus de lourdeur de manipulation par rapport aux autres types de targets. Voilà, je passe rapidement sur les autres objets. On va arriver assez vite sur la démo. Donc les autres objets, les actions. Alors qu'est-ce que c'est une action ? Il y a deux types d'actions. Soit c'est je réagis suite à la capture d'un événement, je vais faire quelque chose, faire une action, ou soit je vais collecter des données complémentaires. Alors, il y a que 3 actions réellement qu'on peut exécuter en réponse à un événement, et c'est des actions qui sont très fortement orientées debug. C'est des captures de mini-dump, typiquement. Donc c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Tout le reste, c'est de la capture de données additionnelles. Par exemple, j'ai récupéré l'événement fin d'exécution de procédure stockée. Je veux l'identifiant du plan pour pouvoir voir le plan. Par exemple, est-ce qu'il a changé comparé avec un plan antérieur ? Eh bien, la récupération du plan, elle se fera par cette capture de données additionnelles. D'accord ? Les maps, on en a un peu parlé. Je vous ai dit, c'est cette histoire de correspondance clé-valeur. C'est l'équivalent de l'event subclass dans SQL Trace, qui vous permet de dire, par exemple, on prend l'exemple de recompilation. Une requête, elle peut être compilée pour plein de raisons différentes, parce que vous avez rajouté un index, vous avez rajouté une colonne, vous avez enlevé un index, ou parce que les statistiques ont changé, ou parce que vous avez changé une option 7 juste avant votre exécution. Il y a plein d'options différentes. La maps, justement, pour la recompilation, elle va vous permettre de dire oui, les statistiques ont changé parce que, pour cette raison-là. Oui, la requête a été recompilée parce que les statistiques ont changé ou parce que le schéma a changé. D'accord. Donc les types, on en a parlé, c'est les types définis et manipulés par les différents packages. Les prédicats, donc c'est les différents opérateurs de comparaison. Alors en fait, on trouve un rapport de 6 à 1 entre prédicat et type, tout simplement. Il y a 6 prédicats par type. Pour chaque type, vous avez 6 prédicats possibles. Égal, différent, supérieur, inférieur, égal, inférieur, égal. Pour chaque type. D'accord ? Et tout ça, c'est défini dans le package 0. Et les messages, c'est plus pour information. C'est-à-dire c'est les messages d'erreur qui sont gérés et renvoyés par le moteur Extended Events et qui sont propres donc à des exceptions liées Extended Events. Donc, si on fait le récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire là, finalement, pour visualiser toutes ces métadatas, on a un certain nombre de vues dynamiques qui nous permettent de faire un peu l'inventaire des choses. La vue qui se trouve au sommet de cette pyramide, c'est la vue qui liste les packages. D'accord ? Ici, je vais avoir la vue qui liste les différents objets contenus dans les packages. D'accord ? Donc, je vais filtrer, est-ce que je veux voir des événements, des targets, des actions, etc. Ici, sysdmxe object columns, les données associées aux events.
D'accord? Par exemple, la fin d'exécution d'une requête, une donnée associée, ça serait la durée. Il faut vraiment vous représenter ça comme des événements SQL Trace. Vous avez les événements et puis vous avez les colonnes de données associées. D'accord? Et DMX Map Values qui nous fait les maps, justement, entre les clés qui sont ici stockées dans SysDMX Objects et les valeurs. Par exemple, ici, la clé de recompilation 1, c'est schéma change. Schéma change, ça sera stocké ici. Statistic change, ça sera stocké ici. Et le moteur XE, il fait automatiquement la résolution. Quand il tombe sur une course de recompilation égale à 1, il ne va pas vous afficher 1. Il va vous afficher schéma change pour que ce soit plus parlant. Et il utilise ce système de map pour faire cette correspondance. C'est vraiment la même logique que l'Event Subclass. Alors on va faire une petite démo. En même temps, je regarde l'heure. Ok, donc pour voir la liste des packages, on a dit on utilise cette vue SysDMXE package. Là, vous voyez que j'ai fait une petite jointure sur une autre DMV qui affiche la liste des DLL qui sont chargés dans l'espace de SQL Server. Ça va nous permettre de distinguer justement les deux packages SQL Server. J'ai mon premier package qui est ici et mon deuxième qui est ici et qui est bien chargé par une DLL différente. Juste noter ici que le package SecAudit a bien Capabilities A1. Ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser dans une trace utilisateur. D'accord ? Tous les autres, je peux les utiliser. On va voir le contenu de package 0 très rapidement. Assez peu de choses à noter. Il y a les choses intéressantes au niveau de package 0, c'est la définition des targets. Donc je retrouve mes 6 targets ici. Mon target EDW, mon target histogramme, mon event file, mon pair matching, event counter, ring buffer. Les targets ne sont définis que dans le package 0. Donc ça veut dire que quand vous déclarez un target au niveau de votre commande create event session, il faudra préciser package 0, point, nom du target. Les différents types qui sont aussi définis là, et puis les différents prédicats, je vous disais, il y a 6 prédicats par type, donc il y a tout un tas de prédicats qui existent. Voilà. Pas grand chose à dire de plus pour package 0. SQLOS, juste pour vous montrer rapidement que les événements qui sont contenus dans SQLOS sont très fortement orientés debug. Vous voyez ce genre de choses là. Exterminator called par exemple, process killed, thread attached, thread detached. C'est vraiment des éléments de très bas niveau. On peut noter 4 événements intéressants. Les 2 événements ici sur les IO asynchrones. Début d'IO asynchrone, fin d'IO asynchrone. Donc quand on veut mesurer la quantité d'IO envoyée par exemple vers un fichier, ça peut être un événement qui peut être intéressant. Et 2 autres événements intéressants, c'est les événements sur les wait, ici. Donc j'en ai 2. J'ai wait info external. La différence, c'est que wait info en fait va tracer toutes les attentes des tâches qui sont sous le contrôle de SQL Server. Et wait info external, donc quand je dis sous le contrôle de SQL Server, c'est dans les files d'attente qui sont gérées par SQL Server. Donc en gros, vous avez la file d'attente runnable, donc les tâches en attente d'exécution, la file d'attente qu'on appelle IO list, donc c'est la file d'attente des tâches qui sont en attente du retour d'une IO. Vous avez waiter list, en attente du retour de la libération d'une ressource. Par exemple, je vais accéder à une donnée dans une table, et puis un verrou qui est déjà posé sur cette table. Je me mets en attente, je vais me mettre en waiter list, je vais m'enregistrer avec la ressource que je souhaite poser sur la table. D'accord ? Et la dernière liste d'attente, c'est timer list. Donc c'est sur les expirations de timer. Quand vous faites wait for, delay, quelque chose, vous vous enregistrez en timer list. Et vous attendez l'expiration de votre timer pour continuer l'exécution. Bon ben ces 4 files d'attente, les attentes associées à ces 4 files, elles sont gérées dans wait info. Et wait info external, ça va tracer les attentes d'une certaine catégorie d'exécution de code, notamment tout ce qui touche à des ressources externes. Donc quand je vais exécuter typiquement des procédures stockées étendues, d'accord, je vais attaquer des DLL à l'extérieur d'SQL Server. Quand je vais faire de l'OLO automation, pareil, je peux attaquer des DLL à l'extérieur d'SQL Server. Quand je vais faire du CLR, quand je vais faire des serveurs liés, à chaque fois que j'ai besoin d'accéder à une ressource externe à SQL Server, la tâche, elle est, pour dire simplement, externalisée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus sous le contrôle d'SQL Server, elle devient sous le contrôle de Windows.
Et du coup, SQL Server n'a plus la visibilité sur l'exécution de cette tâche-là tant qu'elle se continue. L'idée, c'est d'empêcher une tâche qui soit dépendante d'une ressource externe de bloquer les ressources, tout simplement. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a deux catégories de wait pour tracer les deux types de wait, les deux types d'actions. OK. Et puis le dernier package SQL Server, ici, qui nous ramène nos 316 events supplémentaires. Donc ce package qui est apparu en CTP1, c'est celui qui a permis d'arriver à l'équité parfaite entre les événements SQL Trace et les événements XE. Pourquoi ? Parce que SQL Trace, un jour, ça va disparaître. Donc maintenant, il faut pouvoir fournir la même quantité d'événements qu'était capable de fournir SQL Trace. Et grâce à l'ajout de ce package, on arrive à une identité parfaite. Si je veux voir les données associées à un événement, je vais rajouter dans ma requête ici, oui non c'est ici, pour l'événement de recompilation par exemple, je vais ajouter dans ma requête la DMV 6DMXE Object Columns, qui va me permettre de ramener le package, l'événement et toutes les données qui vont être collectées automatiquement avec cet événement. D'accord ? Donc ici, j'ai la liste de toutes les colonnes qui sont collectées avec l'événement. Alors dans les faits, j'ai des colonnes qui vont être collectées automatiquement et des colonnes qui ne vont pas être collectées automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un coût derrière. Typiquement ici, la recompilation, j'ai ici la notion de statement, qui est la requête associée à l'événement de recompilation. On considère que c'est coûteux d'aller collecter cette requête, donc on ne va pas la collecter forcément automatiquement. Il faudra que je le rajoute en utilisant, on va le voir un peu plus loin, une action, pour aller collecter une donnée complémentaire. Donc ça, c'était les colonnes associées à un événement. Je vous montre un exemple de map. Je vous disais tout à l'heure différentes causes de recompilation. Donc, de manière brute, au niveau des données collectées par le moteur XE, je vais avoir une clé ici qui va me dire, par exemple, la cause de recompilation. J'ai l'événement recompilation qui est capturé. Je vais avoir une clé qui va me permettre de savoir quelle est la cause. Et avec la vue 6DMXE Map Values, j'ai la correspondance. Je sais qu'une clé à 1, c'est quelqu'un a modifié la structure de la table, ajouter un index, enlever une colonne, etc. Ici, les statistiques ont changé. Peut-être qu'un autostat est passé par là. D'accord ? Donc les maps, ça sert à ça. Ça sert à donner une visibilité sur là, en l'occurrence, les raisons d'une recompilation. Et je vous parlais tout à l'heure du deuxième package SQL Server qui permet d'arriver à iso-fonctionnalité avec SQL Trace. Il a été ajouté en CTP1 de Denali une vue système qui s'appelle systrace Event Map et qui justement fait la corrélation entre les deux. Donc si vous voulez savoir, si aujourd'hui vous commencez à travailler sur la conversion de vos traces SQL Trace Profiler vers des traces Extended Event, vous avez ici la liste des événements SQL Trace. Et en face, vous avez les événements Extended Events. Alors, c'est pas toujours très explicite. Par exemple, si je prends SP Completed, vous voyez, le nom de l'événement côté XE, c'est module end. D'accord ? Donc, il n'y a pas forcément une évidence. C'est pour ça que cette vue a été mise en place pour permettre justement de pouvoir se référer à ces données-là pour migrer les traces. Ok, je vérifie l'heure. Ok, on a 15 minutes. Je pense que ça va être bon. Ça va, vous n'avez pas trop faim? On va poursuivre. Alors, on a vu les métadonnées, c'est bien, mais maintenant qu'on sait ce qu'on manipule, on veut les manipuler. On veut créer des sessions, observer ce qu'il y a dedans, etc. Donc une session, qu'est-ce que c'est? C'est une trace qui est composée d'un certain nombre d'événements. À ces événements, je vais mettre des prédicats, c'est-à-dire des filtres. D'accord ? Je vais également indiquer des actions complémentaires à effectuer sur la détection de l'événement, par exemple collecter des données complémentaires. Tout ça étant destiné à être capturé ensuite pour analyse. Alors, jusqu'à la CTP3 de Denali, il n'y avait aucune interface graphique pour les Extended Events. Et c'est probablement la raison pour laquelle il y a eu autant de personnes à lever le doigt quand j'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà utilisé les Extended Events? Une des raisons pour lesquelles c'est encore assez peu connu, c'est parce que jusqu'à très récemment, il fallait tout faire à la main, tout faire en ligne de commande. D'accord ? Alors il y a une interface graphique
qui existe à partir de la version donc CTP3 puis RC0 2012. Je ne vais pas la voir parce que je crois que Frédéric la présente cet après-midi dans la session optimisation et performance au fond de la salle, 15h45 je crois. Donc je ne vais pas vous montrer l'interface graphique des Extended Events. On va rester sur de la ligne de commande et du xQuery, qui était le seul moyen avant la CTP3 de pouvoir réellement manipuler tout ça. Ok, donc les sessions peuvent être démarrées, modifiées, arrêtées, sans avoir à être créées. J'ai une session en cours, je vais pouvoir rajouter un événement, je ne suis pas obligé de l'arrêter. D'accord ? SQL Trace, j'étais obligé de l'arrêter pour rajouter un événement, ou la mettre en pause, par exemple. Là, je ne suis pas obligé de l'arrêter. Et j'ai un certain nombre également d'options de sessions qui vont me permettre d'optimiser l'impact de la session sur la partie serveur, notamment la mémoire allouée, par exemple, au buffer. Le temps de dispatch. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? La mémoire, c'est un paramètre qui s'appelle max memory, qui va définir la taille du buffer intermédiaire dans lequel va être consommé l'event dès que le prédicat est passé. Dès que le prédicat est passé, l'event il est poussé dans un buffer, et si le target est asynchrone, le flow d'exécution continue. Et à partir de là, si mon target est asynchrone, j'ai un temps de dispatch. Le temps de dispatch, c'est le temps qu'il va falloir pour consommer cet événement de son buffer temporaire jusqu'au target final. Le fichier, le ring buffer, etc. Par défaut, ce temps de dispatch, il est 30 secondes. Mais peut-être que vous voulez voir les événements tout de suite. Donc vous allez changer cette valeur, vous allez mettre peut-être 1 seconde, 2 secondes ou 5 secondes. Ça va vous permettre de faire le transfert rapidement entre le buffer temporaire et votre target final. Je peux dire par exemple ma trace, elle va démarrer avec le démarrage de l'instance, parce que je veux qu'elle tourne tout le temps. D'accord ? Donc tout ça, c'est des paramètres de session. Alors voilà comment on crée une session. Avec cette commande, create event session, le nom d'une session, on server, add event, je vais ajouter l'event en utilisant son nom complet, c'est-à-dire nom du package, nom de l'événement. D'accord ? Et entre parenthèses, on va dire des caractéristiques que je vais apposer sur les events, et notamment les prédicats avec une clause where ici. Ok ? Et une action qui va consister à collecter des données complémentaires. Alors mon événement, qu'est-ce que c'est ? C'est statement completed. Et je vous ai dit, il y a des données associées à ces événements qui sont un peu coûteuses en termes de récupération. Donc par défaut, elles ne sont pas incluses quand je les trace. Il va falloir que je les rajoute sous la forme d'actions. Typiquement, le SQL Text ou le plan handle sont des données qui sont coûteuses à récupérer. Donc il faudra manuellement que je les ajoute sous forme d'action. Ok ? Ensuite, j'ajoute un target. Ok, ce sera un ring buffer, et mon max dispatch latency c'est 1 seconde. Dès que l'événement il est capturé, je vais tout de suite voir dans le target à quoi il ressemble. D'accord ? Par défaut, quand j'ai créé la session, elle n'est pas démarrée. Il faudra que je la démarre manuellement. Ok ? J'ai les mêmes commandes pour arrêter et supprimer les sessions. De la même manière que j'avais une famille de vues dynamiques pour afficher la partie métadonnées, j'ai aussi une famille de vues dynamiques pour afficher les sessions en cours d'exécution. Vous voulez savoir, vous arrivez sur une instance, vous voulez savoir si vos sessions, s'il y a des sessions d'exécution, vous avez créé une session, vous l'avez démarrée, vous voulez voir si elle est bien prise en compte par le moteur XE. Vous avez une famille de DMV qui vous permettent d'afficher tout ça. Donc la liste des sessions, la liste des targets par session, les propriétés associées, les events associés, etc., etc., etc. Alors maintenant, une fois que la trace est lancée, il va falloir lire le contenu. Et c'est là que les choses se compliquent. C'est là que les choses se compliquent parce que avant la CTP3, je vous disais, il n'y a pas d'interface graphique pour faire ça. Il va falloir lire, interpréter, parser des données type XML. Parce que les événements, je vous ai dit, ils sont matérialisés au format XML à travers donc ces deux vues-là, là pour la plupart des targets et là simplement pour le target event file. Donc je vais récupérer un document XML pour l'afficher au format tabulaire. Il va falloir que je me retrousse un peu les manches et que je parse ce document XML avec donc xQuery. Et je pense que ça va être un facteur pas mal rebutant pour la plupart des gens lorsque la fonctionnalité est arrivée. Alors il faut savoir pardon, qu'il y a eu donc, avec la lacune d'une interface graphique sur les versions 2008 R2 et jusqu'à la CTP3, un certain nombre d'initiatives
de MVP, notamment Adam Mechanic et Jonathan Kiayas, qui ont chacun produit un petit outil. Alors Adam Mechanic, il a produit un petit outil qui permet de générer du DDL. Donc c'est une petite fonction en CLR qui permet de générer du DDL pour créer les sessions ou pour parser un document, pour pas que vous ayez à taper réellement la requête en XQuery. Jonathan Kiayas, il a fait un truc de beaucoup plus complet, c'est carrément un add-in, c'est-à-dire un petit composant affichable qui s'ajoute à Management Studio et qui va vous permettre aussi de gérer les traces, créer les sessions, arrêter les sessions et voir le contenu, lire le contenu des targets. D'accord. Bon, maintenant, à partir de CTP3, donc il y a l'arrivée de XProfiler qui finalement remplace toutes ces choses-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une fois qu'un événement est consommé au format XML, ça a cette tête-là. Alors, comme tout document XML, notre événement, il répond à une certaine norme, quoi, on va dire. Donc, il y a un nœud racine qui porte toujours le nom du target. Donc là, en l'occurrence, c'est ring buffer target, avec un certain nombre de propriétés. Le nombre total d'events qui sont historisés dans cette trace, le nombre total d'events qui ont été manqués, par exemple, par cette trace. Et en dessous, je vais avoir principalement deux types de nœuds fils. Un nœud event, où je vais retrouver les informations pour mes événements, et un nœud action, où je vais retrouver ma partie action. Donc finalement, si on regarde la syntaxe du create event session, je m'y retrouve. J'ai mon create event session add event, avec mes balises event, et action avec mes balises action. D'accord ? Tout ça étant bien découplé. Donc à quoi ça va ressembler ? On peut imaginer ce genre de choses. Donc là, j'ai affaire à un ring buffer. Je sais que mon ring buffer, il va matérialiser les données au format XML en passant par la vue 6DMXE session target. J'ai une colonne dans cette vue-là qui s'appelle target data. Je déclare une variable en XML, je récupère le contenu de cette colonne que je caste en XML, et à partir de cette variable-là, je vais pouvoir parser le XML. Par exemple, sur cette variable, je l'applique la méthode nodes qui permet de séparer, de découper le document XML en plusieurs documents XML qui ont tous un événement racine que je mets là. Donc là, ça sera l'événement. Donc au lieu d'avoir un seul document comme j'avais là avec event, et donc une seule ligne avec tout ce document, je vais avoir autant de lignes que j'ai d'événements capturés finalement dans ma trace. Ça va me permettre de parser beaucoup plus facilement la trace. D'accord ? Et à partir de là, j'utilise du XQuery pour accéder aux données en utilisant notamment la méthode value, en allant chercher. Ici, j'ai le nom donc d'un nœud fils, si je vois event data en dessous, et name, vous voyez, c'est la propriété. Enfin, c'est l'attribut, pour être tout à fait exact. L'attribut donc du nœud data. Donc, je vais passer l'attribut entre crochets avec un petit arrobase et donner la valeur. Et donner donc son nom et récupérer la valeur. Je vais la caster dans un type et ensuite je vais nommer la colonne relationnelle qui affichera cette donnée-là. Donc, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais voilà, c'est un exemple de façon de consommer un événement en XQuery. Alors on peut faire pas mal de choses avec l'interface graphique, mais si on veut vraiment automatiser et aller un peu loin, je pense que c'est un peu indispensable de se mettre à XQuery. Alors, vraiment capture très très courte de l'interface graphique qui vous sera donc présentée par Frédéric cet après-midi. Au niveau de l'interface graphique Extended Events, sous la version 2012 RC0, vous avez donc un petit nœud supplémentaire ici sur Ressources Governor qui s'appelle Extended Events. Vous avez la liste des sessions et sous chaque session la liste des targets. Vous pouvez faire un clic droit, View Target Data, et vous avez tout formidablement bien agencé dans un petit grid pour voir le détail de la session. Je vérifie ça va être chaud. Encore juste 2-3 petits slides avant la démo de fin pour vous parler de quelque chose qui existe depuis SQL 2008, qui est une session Extended Event par défaut. Alors cette session, elle a été créée à l'initiative du support pour avoir par défaut des informations tracées. Lorsqu'un cas arrive, par exemple, un cas particulier arrive, on est déjà des données tracées correspondant à certains types d'événements. Alors ces événements, ils sont aussi très orientés support, c'est-à-dire les sessions en erreur avec un niveau de gravité supérieur à 20, certains événements d'échec mémoire qui ont un severity à 16 ou 17, qui sont un peu des cas particuliers, certains types de wait, alors je ne vous les ai pas tous mis parce qu'il y en a beaucoup, et il y a des prédicats qui sont différents par type de wait, certains wait ils seront supérieurs à 20 secondes, d'autres qui seront inférieurs, etc. Des cas ici de ce qu'on appelle non-yielding scheduler, c'est-à-dire un planificateur qui est bloqué, qui n'avance pas, qui ne planifie pas de nouvelles tâches. D'accord ?
Et puis surtout super intéressant pour nous, utilisateurs avancés ou utilisateurs d'SQL Server, c'est le fait que les deadlocks soient maintenant tracés par défaut. Et avant SystemElse, eh ben, j'avais aucun moyen d'avoir des deadlocks tracés par défaut. J'étais obligé de mettre un trace flag en place, un trace flag 1222, ou de créer une trace SQL avec un deadlock graph dedans pour avoir... Mais quand mon utilisateur m'appelait en me disant j'ai une erreur 1205, qu'est-ce qui s'est passé? Ben je sais pas parce que j'ai pas de trace. Donc maintenant, je vais pouvoir analyser la trace quand mon utilisateur va m'appeler parce que j'aurai déjà les données historisées par défaut. Et ça, c'est vachement intéressant. Si on fait un petit comparatif rapide entre Extended Event et SQL Trace, bon, on voit qu'en nombre d'événements, il n'y a pas photo. Empreinte réduite côté serveur, c'est vrai que SQL Trace souffre depuis longtemps d'une réputation de consommateur important côté serveur. Le mécanisme de consommation des événements n'était pas super optimisé, donc par rapport en tout cas à Extended Events, c'est aussi une des raisons pour lesquelles finalement la trace, ce système-là va disparaître à terme. J'ai la possibilité de choisir des targets. Je vous parlais tout à l'heure de l'event counter, la possibilité de déterminer dès le départ le nombre d'événements qui vont valider mon prédicat pour que j'ai une idée de l'impact finalement. Ça, je ne pouvais pas le faire avec SQL Trace. Des capacités de filtrage avancées. Si parmi vous, certaines personnes ont pas mal joué avec SP-Trace 7 Filter, je pense qu'ils vont comprendre de quoi je parle. C'était assez lourd à manipuler, on ne pouvait pas tout faire. Ici, vous avez vu, dans ma petite requête, là, le prédicat, il ressemble très fortement à une closeware. Quasiment tout ce que je peux faire dans une closeware, je vais pouvoir le mettre en prédicat dans XE. Donc c'est beaucoup plus poussé et beaucoup plus abouti. J'ai une correspondance parfaite entre les événements. Donc maintenant, a priori, j'ai plus de raison de ne pas passer sur XE. Et puis, j'ai noté SystemElse et trace par défaut complémentaires parce qu'à mon sens, on ne trace pas la même chose. La trace par défaut, elle va se tracer plus des événements type administratif, augmentation de taille du fichier, des événements de sécurité, ajout d'un login, ajout d'un rôle, etc. SystemElse, ça va être beaucoup plus orienté diagnostic. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que SystemElse remplace la trace par défaut. Ce qu'on peut dire toutefois, pour SystemElse, c'est que, première chose, contrairement à la trace par défaut, il est customisable. Parce que le script de création de SystemElse, il est livré sous l'arborescence des binaires de l'instance. Donc on peut tout à fait... Alors, changez pas tout, parce que c'est quand même une trace qui est mise en place par le support. Si un jour vous avez un problème et que voilà, le support regarde, finalement la trace SystemElse, elle n'a plus rien à voir avec la trace d'origine, vous risquez peut-être d'avoir un petit souci. Par contre, je sais qu'il y a une chose qui peut être faite, enfin qui a pu être faite jusqu'à la 2008, la 2008 R2 ou la 2008 Service Pack 15. Il y avait un bug en fait dans la plupart des targets, qui était le timestamp. Le timestamp qui était retourné par le target était invalide, n'était pas du tout bon. Donc quand vous vouliez avoir la date de l'événement, elle était complètement fausse. D'accord ? Il fallait rajouter une collecte avec une action complémentaire pour collecter la date système et pour avoir une valeur de date vraiment bonne. D'accord ? Maintenant, et ce problème, il existait aussi dans SystemElse, parce que dans SystemElse, à l'origine, c'était un ring buffer pour stocker les données. Donc, pour avoir une date cohérente, on pouvait modifier SystemElse et rajouter en action de collecter la date système, et là, on avait la bonne date. D'accord ? Un autre truc que je veux dire aussi sur SystemElse, et qui est aussi assez intéressant, c'est qu'à partir de la CTP3, et donc 2012 RC0, SystemElse est enregistré vers deux targets en même temps. Un target de type ring buffer et un target de type event file pour persistance. Et ça, c'est très intéressant parce que auparavant, lorsque j'ai arrêté mon instance, je la redémarrais, c'était perdu. Tout était perdu. D'accord ? Aujourd'hui, j'ai la capacité à avoir des données persistantes au niveau de ma trace. Un petit bilan des nouveautés d'Enali, puis on va passer à la démo rapidement parce que je crois qu'on arrive à court. Voilà. Bilan des nouveautés d'Enali, donc l'annonce principale, c'est quand même une interface graphique, enfin. Il y a également une petite API qui s'appelle XObjectModel qui permet d'attaquer le moteur XE à partir de .NET. Donc j'ai un équilibre parfait maintenant entre les événements SQL Trace et les événements XE. Une simplification des targets. Je ne vais pas me poser la question, c'est synchrone, c'est asynchrone, qu'est-ce que je fais ? J'ai beaucoup plus d'événements complémentaires. J'ai une session supplémentaire au même titre que SystemElse à chaque fois que j'ai une instance qui est enregistrée dans un Availability Group. Je vais avoir une session XE complémentaire qui s'appelle Always On Else. Et ça aussi, donc je vous l'ai dit, SystemElse persistant avec un event file, c'est une nouveauté de la CTP3, donc ça sera inclus dans la RC0.
Voilà, quelques cas d'utilisation des extended events qu'on pourrait pas faire avec SQL Trace. Par exemple, on a un page split, on veut savoir la requête qui a provoqué le page split. Faire la corrélation entre les deux. Bon, SQL Trace, c'est assez compliqué. Et en extended event, on a la possibilité, je vais vous le montrer un petit peu tout à l'heure, enfin à l'instant là, avec les recompilations, de tisser un lien, une relation de cause à effet entre événements. Un événement cause un autre événement, d'accord ? Et on arrive à rassembler ces événements, à les ordonner dans un ordre de séquence. Tracer les weights par session aussi, c'est très intéressant parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on pollait en fait sysdem OS weighting task pour voir successivement quels étaient les weights sur les sessions. Mais comme toute méthode de polling, on peut rater des événements, d'accord ? Là, comme c'est géré à l'intérieur du moteur XE, on ne rate plus d'événements finalement. Donc on arrive à tracer exactement tous les weights, toutes les étapes par lesquelles les traitements passent. Donc c'est très intéressant. Et donc je vais faire la deuxième démo rapidement. J'ai de la chance, comme j'ai pas de session derrière moi, on peut juste déborder un petit peu. Alors, on parlait de system else. Donc que contient system else ? Donc si j'affiche les sessions par défaut en cours, ici vous voyez que donc j'ai une session qui s'appelle system else qui enregistre tous ces événements-là, d'accord ? Et notamment mon fameux XML deadlock report. Ok. Je crois que la machine swap un peu là. D'accord. Voilà, c'est bon, c'est réveillé. Alors, on peut tracer les deadlocks. Alors, j'en avais pré-exécuté plusieurs. Donc là, vous voyez, j'ai par exemple 2 traces de deadlock qui sont enregistrées. Et on a un deadlock report comme on l'a sous d'autres moyens, avec par exemple le deadlock graph sous Profiler, voilà, qui est au format XML sous la même forme. Ici, avec les requêtes qui sont intervenues au niveau du deadlock, et puis toutes les informations des processus, etc., les ressources, le login, les heures, etc. Donc toutes les informations des deadlocks sont déjà enregistrées par défaut à partir de la version 2012. Alors on va créer une petite session. Créer une petite session pour tracer les recompilations. Voilà, c'est une petite démo qui est assez courte, heureusement. On va tracer, donc je vais créer une session que je vais appeler XE-Track Recompiles. D'accord ? Je vais juste m'intéresser à l'événement de recompilation. Et en prédicat, je vais me concentrer sur la base courante et je vais exclure ici ma session à moi. Alors comme je le fais de manière dynamique, je suis obligé de faire du SQL dynamique. Je ne peux pas le faire directement avec, en passant la fonction au prédicat. D'accord ? Ça ne marcherait pas. Je suis obligé de le faire de manière dynamique. Donc je vais créer ma session ici. Puis je vais vous expliquer un petit peu le contexte fonctionnel. Donc j'ai une procédure stockée ici qui s'appelle précomp, qui, on va dire, retourne des biens immobiliers avec une catégorie, adresse, etc., des caractéristiques. Et la procédure stockée, elle prend 2 paramètres, le nombre de pièces minimum et le nombre de pièces maximales du bien immobilier. D'accord ? Je m'intéresse notamment à une colonne qui est ici, la date de mise à de disponibilité du bien, qui est date time effet. Et je vais m'intéresser aux statistiques sur cette colonne. Donc ici, on voit que j'ai tout un tas de statistiques automatiques qui ont été calculées, parce que ma base est en autostat, en update, auto-update stat. Et date time effet a été utilisé déjà par l'optimiseur et il y a eu besoin de création de statistiques, donc j'ai bien une statistique sur date time effet. Ok ? Je vais faire une mise à jour. Alors je vais d'abord démarrer. Non. Je vais faire une mise à jour massive de ma table, de ma date. D'accord ? 63 000 lignes, il y a un peu plus de 65 000 lignes dans la table. Donc j'ai largement dépassé mon seuil des 20% pour les stats auto. Ok, donc j'ai créé ma session, je la démarre. Tac. Ok, je vérifie que ma session est bien démarrée. En utilisant donc sysdm-exe session event, session target et object columns. Et ici, j'ai bien ma session démarrée avec mon target et les différentes colonnes collectées. Ok, je vais exécuter ma procédure stockée suite à la mise à jour massive.
voyez que ça prend un peu de temps. 5 secondes. Je vais analyser le contenu de mon ring buffer. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai mon événement de recompilation qui a été détecté. D'accord? Et grâce à la map, je sais pour quelle raison il a été détecté, pour quelle raison la recompilation a eu lieu. Donc j'ai le texte ici qui correspond à mon action, d'accord? Ma donnée complémentaire, et ici la cause de recompilation. D'accord, donc je sais que le problème vient d'une recompilation automatique des stats. Donc je vais rajouter un événement complémentaire qui est autostat. Alors, dans les faits, je vous disais tout à l'heure, on peut rajouter des événements sans avoir forcément arrêté les sessions. Là, je vais faire un truc un peu plus compliqué. Je vais modifier une option de session. Et les options de session, vous ne pouvez pas les modifier avec les traces démarrées. Vous êtes obligé d'arrêter la trace, modifier l'option de session et redémarrer la trace. Donc je vais arrêter ma trace et je vais modifier ma trace en rajoutant donc l'événement autostat, en filtrant sur les mêmes prédicats, et en rajoutant une option ici de session qui est track causality. Et je vous ai dit track causality, ça permet de créer un lien de cause à effet entre deux événements. Un événement qui serait la cause et un événement qui serait l'effet. Ok. Et je redémarre ma trace. Je vais refaire une mise à jour massive ici. Voilà, je réexécute ma proc. Voilà, on est là. Donc je vais m'intéresser au contenu du ring buffer. Et là, je vois bien qu'il y a les deux événements distincts ont bien été logués. J'ai bien la recompilation qui a été loguée et l'autostat qui a été logué. D'accord? Si j'analyse le contenu de l'autostat, ici, en intégrant les deux données de causalité qui sont donc attach activity ID, je vais vous expliquer un tout petit peu plus loin de quoi il retourne. Il faut que je le déclare, ça serait bien. Voilà, là où c'est intéressant, c'est que le causality ID, ça va rajouter une donnée complémentaire à ma trace que j'appelle activity ID. Activity ID, il se compose de deux parties. Vous avez une première partie qui est les 36 premiers caractères de l'identifiant, qui est un genre de GUID, en fait, qui va permettre de lier les événements de même rapprochement, c'est-à-dire les événements de cause à effet ensemble. D'accord ? Et les deux derniers chiffres qui sont la séquence, donc l'ordre dans lequel les événements sont exécutés. Donc quelle est la cause et quel est l'effet. Et là, ce qu'on voit, c'est que la recompilation est arrivée en premier. Donc j'ai d'abord détecté l'événement de recompilation, et ensuite seulement j'ai détecté l'événement d'autostat. Ça veut dire que c'est la recompilation qui a eu besoin de statistiques complémentaires sur la date, et qui a forcé l'exécution de statistiques complémentaires avec autostat. D'accord ? Et pas l'inverse. Et je peux confirmer ça, parce que j'ai une petite session profiler derrière qui fait la même chose et qui m'affiche la même chose. J'ai mon SPRE compile et ensuite seulement j'ai l'autostat. D'accord ? Donc c'est une manière aussi assez sympa de voir finalement comment les choses s'enchaînent à l'intérieur du moteur. Ce track causality, il est très intéressant parce qu'il permet justement de mettre en corrélation des événements qui a priori sont complètement distincts mais qui peuvent avoir un rapport de cause à effet. Et donc voilà, je vous libère. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine cette session? Oui. Oui. Alors sur les extended events, il y a un white paper qui date de 2008 qui avait été écrit par Jonathan Kiayas à l'époque. J'ai pas la connaissance d'une mise à jour pour l'instant. Bon, la RC0 est un peu trop jeune, elle est sortie il y a 3 semaines. Cela dit, pour les histoires de connectivité, je sais qu'un target qui peut être utilisé, c'est le target de pair matching. Et quand on déclare en événement de début statement starting et statement completed, et que si un timeout à l'exécution entre les deux, on verra started et on verra pas completed. Donc au niveau du target pair matching qui donc élimine les pairs pour garder que les orphelins, on pourra découvrir justement la raison pour laquelle il y a eu un timeout. Après, de white paper sur le sujet, à part le white paper original et puis MSDN, une bonne source d'information sur les extended events, si vous avez l'occasion d'aller sur le blog de SQL Skills, et notamment le blog de Jonathan Kiayas, qui est un petit peu la référence en la matière. Lui a une
à une série d'articles qui s'appelle X7 Today. Donc il va expliquer un aspect des Extended Events sur donc 31 jours. Donc il y a 31 articles différents qui expliquent tout dans les moindres détails, quoi. Si vraiment vous voulez aller encore plus loin au niveau des explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes mort de faim? Moi aussi, de toute façon. Bon, bah, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite bon après-midi.